Encore beaucoup de gens qui arrivent, c'est super. Qui nous saluent sur la conversation. Et je crois que le message est bien passé et que les gens écrivent bien à tous les conférenciers et les participants. On vous le rappelle, c'est important pour qu'on puisse lire vos questions et qu'on puisse avoir un échange interactif avec vous. Bonjour Laurence. Et bonjour Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Il est 13 heures, donc on va pouvoir démarrer tranquillement ce premier live en direct depuis chez nous, ce qui est plutôt un bon endroit pour les économies d'énergie à domicile. Donc moi, je m'appelle Adrien, je travaille à Enercop à Paris et je suis avec Laurence d'Enercop Auvergne-Rhône-Alpes qui est en direct de Grenoble. Salut Bonjour à Laurence. tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on vous rappelle d'abord, c'est qu'on est en train de diffuser ce webinaire sur deux outils, Zoom d'une part et Facebook de l'autre. Donc vous pouvez être connecté à l'un ou à l'autre en fonction de vos outils préférés. Et puis je pense que notre Zoom est bientôt saturé. Donc pour les autres, ça sera plutôt Facebook. N'hésitez pas à poser tout au long de ce webinaire des questions ou des remarques dans le canal de chat de Zoom ou de Facebook. Côté Facebook, vous avez Mohamed qui va répondre à vos questions et qui va nous aider aussi à en transmettre pour que Laurence et moi y répondions. Et puis côté Zoom, c'est Maxime qui le fera, ainsi que Lucie. Donc merci à Maxime, Mohamed et Lucie pour leur aide dans la préparation de cette conférence. Alors, c'est parti. Donc, cette conférence, pourquoi est-ce qu'on l'a créée? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est très particulière. Vous avez sûrement entendu dire dans les médias que la consommation d'électricité a baissé. C'est vrai, mais peut-être qu'elle n'a pas baissé chez vous et peut-être qu'elle peut baisser encore un peu plus. Donc, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est quelles économies d'énergie on peut faire, à quel endroit, comment est-ce qu'on en fait chez nous, à quoi ça sert et surtout, quels gestes on peut mettre en place au quotidien. Alors, on va commencer par vous donner un tout petit peu de contexte, mais avant ça, on voulait vous poser une petite question pour vous échauffer un petit peu et voir si vous êtes réactif. Donc, notre question, c'est quelle est la part d'électricité nucléaire en France? Vous avez réponse 1, 26%, réponse 2, 52% et réponse 3, 71%. Donc, on vous laisse répondre 1, 2 ou 3 dans le canal de chat. Et je le regarde d'un coup d'œil et je vois qu'on a beaucoup de gens qui sont calés chez Enercop sur cette question-là. Je vous laisse encore quelques secondes, mais je crois que les gens ont craqué la bonne réponse. Et oui, Adrien, on a énormément de réponses. 3. Très bien, absolument. Réponse 3. Donc, la part d'électricité nucléaire en France, c'est 71%. Pourquoi est-ce qu'on vous redit ça aujourd'hui? Ce n'est pas pour reparler des difficultés, avantages, inconvénients, choix politiques d'Enercop sur le nucléaire. C'est parce que le fait d'avoir de l'électricité nucléaire impacte directement la façon dont on consomme de l'électricité en France. Pourquoi? Une centrale nucléaire, en fait, elle est construite pour produire de l'électricité de la manière la plus constante possible. Certes, elle peut varier sa production, mais d'un point de vue économique, technique, elle a intérêt à la maintenir plus ou moins constante. Et pour cette raison-là, on a cherché en France à utiliser au maximum l'électricité nucléaire et notamment à l'utiliser la nuit. L'utilisation d'électricité est moins naturelle et donc à déporter des consommations de la journée vers la nuit. Je vous donne deux exemples qui sont typiques, enfin en tout cas qui sont très présents en France et qui ne sont pas équivalents dans d'autres pays. Un exemple, c'est les radiateurs électriques. En France, c'est très courant d'avoir des radiateurs électriques à domicile, alors que ça n'est pas du tout dans d'autres pays. Donc ça vient de notre volonté d'utiliser la puissance, enfin, l'électricité produite par les centrales nucléaires. Et puis une deuxième chose que vous connaissez sûrement, c'est les horaires heure pleine, heure creuse qui servent à lisser la consommation d'électricité. Donc ça aussi, c'est fait pour déporter de la consommation d'électricité de façon à la rendre un tout petit peu plus constante. Et ça, c'est logique dans le cadre de l'utilisation de centrales nucléaires. Ça le serait moins si on était sur d'autres énergies. Si on prenait une vue de l'esprit, je ne sais pas que ça soit possible de faire 100% de production solaire, mais imaginons un monde où on pourrait faire 100% de production solaire. Dans ce cas-là, la consommation serait plutôt favorable en milieu de journée et pas du tout la nuit. Donc, on n'aurait pas construit des horaires heure pleine, heure creuse, comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que les choix
politiques et stratégiques qui ont été faits en France dans les années 70 et qui font qu'aujourd'hui, on a plus de 70% d'électricité nucléaire en France, et ben, ça va changer nos usages de l'électricité, voire dans le cadre des chauffages, les appareils qu'on utilise avec de l'électricité. Donc ça, c'est une première information qu'on voulait donner en introduction. Et puis la seconde information, c'est quelle est la part d'électricité qu'on utilise à la maison. Souvent, on nous pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des économies chez soi, alors qu'il y a des usines qui consomment monstrueusement plus d'électricité qu'un particulier. Alors c'est vrai, hein, évidemment, la sidérurgie, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais l'ensemble d'entre nous, hein, l'ensemble des foyers français, 35 millions de foyers quand même, c'est pratiquement 45% de la consommation d'électricité. Donc, si on doit faire des économies d'énergie dans le secteur de l'électricité, ça passe en grande partie parce qu'on consomme à la maison. Laurence, est-ce que tu as des questions qui remontent sur ces choses-là? Alors, pour l'instant, c'est assez calme au niveau des questions. On vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas d'écrire à tout le monde et à tous les participants pour qu'on arrive à les lire. On a une petite question avec est-ce qu'on ne consomme pas différemment au niveau des usages selon les horaires de la journée? Si, absolument. Ça fait même partie des grandes problématiques de l'électricité. C'est-à-dire typiquement, en tout cas, chez les particuliers, on voit une consommation qui est le matin, au moment où on lance sa bouilloire, on fait son petit-déj, et puis une consommation qui remonte très fortement à partir de 18h avec un pic à 19h. Donc ça, c'est tout le monde qui rentre chez soi, surtout en hiver, qui allume le chauffage, à nouveau met la bouilloire, commence à cuisiner, etc. Et donc, il va y avoir des creux et des pics. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tentatives de heure pleine, heure creuse pour lisser un tout petit peu cette consommation. Effectivement, on a aussi le phénomène d'éclairage qui va avoir un impact, comme tu disais, au même moment qu'on a le chauffage au niveau des soirées. Je regarde, pas de questions pour le moment. Eh bien, écoute, on Très continue? bien. Eh bien, on continue. Donc, on est toujours dans notre petite introduction. Et on peut se poser une question, pourquoi faire des économies d'énergie? Alors pour nous, il y a deux raisons. D'abord, c'est faire des économies tout court, surtout en cette période qui peut être difficile pour certaines et certains d'entre vous. Donc économiser de l'électricité, c'est faire des économies sur sa facture. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est un enjeu environnemental et énergétique. Enercop s'est construit en pensant l'électricité, en pensant l'énergie en France à la base d'un scénario qui s'appelle le scénario Négawatt. Et si je dois le résumer en quelques secondes, je dirais qu'il est basé sur l'idée qu'on ne pourra pas remplacer les centrales nucléaires, les barils de pétrole et le gaz trait pour trait par des énergies renouvelables. Si on veut passer à une France renouvelable, alors il va falloir d'abord faire des économies d'énergie. Et donc, Négawatt, il résume ça en un trio. D'abord, ce qu'ils appellent la sobriété. La sobriété, c'est quoi? C'est se poser la question quand on utilise de l'énergie, de l'électricité par exemple, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une dépense d'électricité pour finalement un usage qui ne nous intéresse pas tant que ça? Donc, ça, sobriété, vraiment utiliser l'énergie pour les choses qui sont essentielles et utiles pour nous. Deuxième point, c'est l'efficacité. Un frigo d'aujourd'hui, il consomme 30% de moins qu'un frigo d'il y a 10 ans. Ça, pour le même usage, vous avez une consommation qui est moindre. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et une fois qu'on aura fait de la sobriété et de l'efficacité, là, on va pouvoir tendre vers le troisième triptyque, qui est une France 100% renouvelable. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, là, on vous a donné des chiffres qui sont voilà, deux chiffres qui méritent d'être creusés. On vous donne deux ressources. La première, c'est le site du ministère statistique développementdurable.gouv.fr. Et la deuxième, c'est un site qui s'appelle Décrypter l'énergie, qui a été fait justement par l'Institut Négawatt, qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'articles pédagogiques, pas trop longs, qui permettent d'aller plus loin et de comprendre les enjeux énergétiques français. Et donc, maintenant qu'on a fait cette introduction, on va pouvoir passer à un autre point qui est assez important. Tout va bien côté questions, Laurence? Écoute, pour l'instant, Adrien, c'est plutôt calme. Je pense que tout le monde t'écoute avec attention. Et on continue à jeter un œil. Mohamed et Maxime sont avec nous pour synthétiser toutes les questions que vous pouvez nous amener. Parfait. Dans ce cas-là, on va arriver à une notion qui est très, très importante pour comprendre les enjeux dans le cadre de l'électricité, qui est la puissance et la consommation. Donc, la puissance et la consommation, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a l'habitude de manipuler.
Et donc, moi, j'ai envie de vous donner une analogie pour bien comprendre. Imaginez que vous avez une bassine que vous voulez remplir d'eau. Vous mettez la bassine sous le robinet, vous ouvrez le robinet, elle se remplit. Là, il y a deux choses. Il y a une chose qui est la quantité d'eau que vous allez mettre. C'est ce qui permet de remplir la bassine. Et il y a une deuxième chose qui est la vitesse à laquelle vous remplissez la bassine. Ça va être le débit qui sort du robinet. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Et ben, dans l'électricité, c'est un petit peu la même chose. Ce que vous allez avoir qui ressemble à une quantité, c'est l'énergie. L'énergie, c'est vraiment une quantité. On la calcule en kilowattheure, qui est l'unité que vous retrouvez sur votre compteur électrique et sur votre facture. Et à côté de ça, vous avez une autre grandeur qui s'appelle la puissance. La puissance, c'est la vitesse à laquelle vous consommez de l'énergie. Donc, c'est l'équivalent du débit dans la métaphore du robinet. Autrement dit, la puissance, c'est le débit d'eau et l'énergie, c'est la quantité d'eau dans la bassine. Au niveau des unités, donc je disais, l'énergie, ça c'est en kilowattheure, c'est ce que vous retrouvez sur le compteur, sur la facture. Et la puissance, elle se mesure en watts ou en kilowatts. Et vous avez peut-être un tout petit peu moins l'habitude de l'utiliser, mais on la retrouve sur les étiquettes des ampoules ou d'un certain nombre d'appareils électriques, par exemple. Donc, on va tout de suite faire une petite application. Prenez une ampoule. Donc, si vous avez une ampoule ici, moi j'ai une ampoule fluo compacte, donc elle a une puissance qui est relativement faible, elle est 20 watts, mon ampoule, mais mettons que vous ayez une ampoule d'une puissance de 100 watts. Donc, 100 watts, c'est la puissance, la vitesse à laquelle l'énergie est consommée par l'ampoule. Vous la faites tourner pendant 1 heure, 100 watts pendant 1 heure, ça fait 100 watts-heure. Vous la faites tourner pendant 10 heures, 100 watts pendant 10 heures, ça va faire 1000 watts-heure ou 1 kWh. 1 kWh, donc une unité du compteur électrique. Maintenant, si vous prenez 10 ampoules, toujours 10 ampoules de 100 watts, et vous les faites tourner pendant 1 heure, ça va vous faire 10 ampoules fois 100 watts, 1000 watts-heure, 1 kWh, on revient à une unité. Dit autrement, que vous fassiez tourner une ampoule pendant 10 heures ou 10 ampoules pendant 1 heure, vous avez la même quantité d'énergie consommée à la fin. Par contre, ça ne va pas à la même vitesse. Donc, 10 ampoules, ça appelle 10 fois plus de puissance qu'une seule ampoule. Je ne sais pas s'il y a des questions qui remontent. J'en profite, Adrien. Oui, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'énergie. Il y a quelqu'un qui nous dit, mais qu'est-ce qu'il en est de l'énergie grise? Qu'est-ce qu'il en est de l'énergie grise? Alors, ce qu'on appelle en général énergie grise, c'est l'énergie qui est consommée, non pas chez vous, mais l'énergie qui a été consommée, par exemple, pour fabriquer l'ampoule. Je ne sais pas où a été fabriquée cette ampoule, mais quelque part, à un moment, il y a eu une usine et il y a des gens qui ont dû aller à l'usine. Cette ampoule, elle a été transportée jusqu'au magasin qui est proche de chez moi. Et donc, tout ça, ça a consommé de l'énergie. Et c'est une énergie qu'on pourrait associer à cette ampoule. Seulement, ce n'est pas tellement de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est effectivement une autre façon d'économiser de l'énergie. Mais là, ça va plutôt être dans les habitudes de consommation. Eh bien, sinon, pour l'instant, on est tranquille sur les questions. Alors, on envoie un petit quiz. Exactement. Donc, ce petit quiz, ça c'est chez vous. Quel est l'appareil électrique qui va appeler le plus de puissance? Donc, si on reprend la métaphore du robinet, celui pour lequel le robinet va être le grand ouvert. Et donc, on vous propose en 1, la box Internet, en 2, un aspirateur et en 3, un écran de télévision. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On a la quasi-unanimité quand même. Moi, je vois le canal Zoom, je ne vois pas le canal Facebook, mais on a beaucoup de bonnes réponses. À la quasi, j'ai les retours également de l'autre côté du Facebook Live. Effectivement, tout le monde est sur l'aspirateur. Très bien. Effectivement, on est sur l'aspirateur. Alors, je prends mon aspirateur. Voilà. Si je vous amène mon aspirateur, regardez, c'est quand même pratique d'être chez soi. Vous avez peut-être l'image en inversé, mais il y a marqué dessus en gros 1600 watts. Donc, un aspirateur, c'est quelque chose qui appelle une puissance très importante. C'est comme avoir un robinet très grand ouvert. Inversement, une box Internet, selon les modèles, ça va consommer 10 watts, 20 watts. Donc, une box Internet, ça va être simplement un petit filet de consommation. Alors, pour suivre, on a une deuxième question. Maintenant, si on parle de la consommation d'énergie, de la quantité
d'énergie consommée sur un an, quel est l'appareil en fait qui consomme le plus d'électricité au total sur l'année. Donc on a 1, la box internet, 2, une radio, 3, un frigo, et même si vous êtes joueuse ou joueur, on peut mettre en 4 l'aspirateur. Donc lequel de ces 4 appareils consomme le plus d'énergie à l'année? Ah, je vois qu'il y a des gens qui répondent 4, l'aspirateur. C'est la tentative mystère. Voilà ce que j'ai rajouté en bonus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui saisissent mon bonus. Alors, néanmoins, si on fait les retours de Facebook et les retours de Zoom, on est sur une majorité de 3, effectivement. Effectivement, et vous avez bien raison, le frigo, en fait, c'est l'appareil, une fois qu'on a retiré le chauffage et l'eau chaude, c'est l'appareil qui va consommer le plus d'électricité à la maison. C'est à peu près 350 kWh, donc de l'ordre de 50-60 euros par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspirateur, oui, c'est une grande puissance, mais l'aspirateur, sauf si vous êtes un passionné ou l'utilisez pour vous bercer avant de dormir, vous l'utilisez quelques dizaines de minutes par semaine tout au plus. Donc en fait, la consommation cumulée à l'année, elle va être d'à peine quelques kilowattheures. Inversement, une box Internet, on a dit que c'était tout petit hein, comme puissance, 10 watts seulement, mais chez la plupart d'entre nous, cette box Internet, elle reste allumée tout le temps. Il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à l'éteindre la nuit, qui ne pense pas à l'éteindre en partant de chez soi. Et donc, cette toute petite consommation, ce petit filet d'eau, il coule tout le temps. Et donc, à l'année, une box Internet, souvent, c'est un quart, un tiers de la consommation d'un frigo. Donc, pas si négligeable que ça. Eh bien, on passe aux éco-gestes alors. Absolument, sauf si tu as des questions. Pour l'instant, Maxime et Mohamed ne me font pas remonter de questions, donc on va enchaîner et puis ils vont nous les mettre de côté. Voilà. Je vous invite en tout cas toutes et tous à poser vos questions dès à présent, puisqu'on parle des éco-gestes, à nous faire vos propositions. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont créatives et créatifs sur le sujet. Et donc, pour commencer, notre premier éco-geste, enfin, même avant de rentrer directement dans les éco-gestes, on a une petite information sur qu'est-ce qui consomme le plus à la maison. Donc là, on a repris des statistiques qui sont nationales et la consommation d'énergie à la maison, elle est dominée par le chauffage. Alors, ce chauffage, il peut être électrique, il peut aussi être en poêle à bois, il peut être au gaz, il peut être au fioul. Mais quelle que soit l'énergie utilisée, c'est grosso modo les 2/3 de la consommation d'énergie à domicile. En deuxième lieu vient l'eau chaude, qui est de l'ordre de 10 à 15%, en général autour de 10%. Puis vous avez la cuisson, qui est de l'ordre de 5%. Et enfin, si vous avez l'ensemble des autres usages de l'électricité, ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est ordinateur, multimédia, tout ce qui ne peut être fait que par l'électricité, pas par du gaz, pas par du fioul, pas par du poêle à bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que autant la consommation globale à la maison, elle a tendance à descendre au fur et à mesure des années, notamment grâce à une meilleure isolation, autant la consommation d'électricité spécifique, donc tous les usages autres que froid, chaud, eau chaude, elle a tendance à augmenter assez fortement. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on va cibler une partie de nos conseils aujourd'hui. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide noter, hein, effectivement, là, depuis le confinement, effectivement, qu'il y a eu on a notre partenaire EcoJoco qui nous a rapporté que il y avait une consommation donc hors chauffage qui avait augmenté nettement de 30% depuis qu'on est à la maison. Et puis, une augmentation de 20% sur les consommations d'eau chaude électrique. Effectivement, on est plus présent et du coup, nos consommations ont tendance à augmenter ces temps-ci. Alors, je te laisse la main, Adrien. Oui, donc ça, c'était juste une petite slide pour vous dire que la consommation, une fois qu'on a retiré le chauffage et l'eau chaude, elle dépend énormément de vos pratiques et de vos usages. Donc là, le graphique que vous voyez, c'est tiré d'une formation qu'on appelle Dr Watt. Donc Dr Watt, c'est un programme où on vous accompagne de manière personnalisée pour mesurer vos consommations d'énergie. Moi-même, je l'avais fait il y a un peu plus de 2 ans lorsque je suis arrivé à Enercop. Et donc là, vous avez des résultats qui concernent chez moi, mes appareils, mes usages. Et donc, vous voyez que chez moi, c'est le frigo qui consomme le plus. Ensuite, des machines à laver le linge et la vaisselle. Et puis, en troisième lieu, l'équipement informatique. Ça,
ça correspond à mon foyer, ma façon de vivre, mais ça peut être très différent chez vous. Si vous avez des enfants en bas âge, par exemple, vous allez beaucoup plus utiliser une machine à laver le linge. Inversement, d'autres personnes vont avoir un profil multimédia beaucoup plus développé que le mien. Donc, à un moment, on donne des éco-gestes aujourd'hui qui s'appliquent à tout le monde, mais vous pouvez aussi avoir besoin d'éco-gestes un peu plus spécifiques. Mais du coup, on a Voilà, une on va rentrer petite ouais. question sur le lave-vaisselle. Et on a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas remplacé son lave-vaisselle, pourtant tombé en panne la veille du Black Friday. Il fait la vaisselle à la main désormais. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, tout Alors, il dépend. rajoute qu'il utilise des bassines, de l'eau froide pour le rinçage et celle de lavage qui est chaude. Bon, j'allais dire, on est déjà face à quelqu'un qui apparemment prend beaucoup de précautions pour consommer le moins possible. C'est sûr qu'en termes d'économie d'électricité, surtout si vous faites la vaisselle à l'eau froide, ce qui est mon cas en général, vous allez très peu, voire pas du tout consommer d'électricité. Ensuite, le point de vigilance, c'est de faire attention à ne pas consommer beaucoup d'eau, puisque les lave-vaisselle, normalement, sont optimisés aussi en termes de consommation. Alors moi, je rajoute un petit conseil. N'hésitez pas, en plus, vous avez le temps hein, à aller chercher sur Internet la notice de votre lave-vaisselle pour regarder à quoi correspondent en fait chaque programme, que ce soit en termes de quantité d'eau consommée ou de quantité d'électricité. Bien souvent, le programme Eco est en fait une économie en eau froide, hein, puisque c'est le lave-vaisselle qui va chauffer l'eau, et qui peut être assez faible par rapport à un autre programme qui, lui, par contre, va être gourmand en électricité. Donc, n'hésitez pas à vous reporter aux notices pour vraiment choisir en fait le compromis entre une quantité d'eau et une quantité d'électricité. Absolument. Et donc, pour la personne qui l'a fait à la main, justement, pouvoir voir la notice, ça permet de savoir la quantité d'eau utilisée par le lave-vaisselle et de comparer à la quantité d'eau qu'il ou elle utilise pour sa vaisselle. Alors, on rentre dans le vif du sujet, Adrien? Absolument. Donc, une de nos premières questions, et ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup dans les économies d'énergie, c'est faut-il ouvrir les fenêtres? Donc là, on vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que ouvrir les fenêtres a un impact par rapport à votre consommation de chauffage, d'énergie de chauffage, en positif, en négatif? Je vous mets une petite vue de ma fenêtre sur les toits parisiens en attendant pour vous aider à réfléchir. Et donc, je vais vous donner notre réponse. Donc, notre réponse, c'est oui, c'est important d'ouvrir la fenêtre pour plusieurs raisons, même en hiver, même au cœur de l'hiver. Donc, il y a d'abord une raison qui est une raison sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rester dans un air confiné, enfermé toute la journée. On a besoin d'aérer, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène. Et en fait, ça rejoint aussi des problématiques d'économie d'énergie. Pourquoi? Alors, je voulais vous montrer un petit appareil que j'ai chez moi qui mesure le taux d'humidité. Donc, chez moi, aujourd'hui, il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés dehors et l'humidité est à 52%. Donc, qu'est-ce que c'est l'humidité? L'humidité, c'est le taux de eau dans l'air. Donc, plus vous avez une humidité qui est importante, plus vous avez d'eau dans l'air. Et ça fait deux choses. Déjà, pour la même température, avec une humidité plus importante, vous pouvez avoir une sensation de froid, une sensation de confort en tout cas qui est différente. Donc, vous n'avez pas intérêt à avoir un air très humide chez vous. Et deuxièmement, l'eau, elle est beaucoup plus difficile, elle demande beaucoup plus d'énergie à chauffer que l'air. Donc, plus vous allez avoir d'humidité, plus vous allez avoir d'eau dans l'air, plus ça va vous coûter en chauffage d'atteindre une certaine température de l'air dans votre pièce. Autrement dit, une pièce à 80% d'humidité, vous allez avoir pour la même température un moins bon confort et pour atteindre cette température, ça va vous coûter plus d'énergie. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'ouvrir vos fenêtres au minimum 10 minutes par jour, même en hiver. Donc, vous ouvrez, surtout vous éteignez le chauffage au moment où vous ouvrez en grand la fenêtre et vous laissez l'air rentrer, par exemple 2 fois 5 minutes ou 1 fois 10 minutes par jour, ça suffit. Ça permet de réguler l'humidité
et ça permet des meilleures conditions à la fois d'hygiène et des économies d'énergie. Je ne sais pas si ça pose quelques questions, Laurence. Écoute, pour l'instant, pas trop de questions, ou alors elles sont en train d'être synthétisées, j'imagine. Dans les petites astuces chauffage, hein, il y a aussi celle, n'oubliez pas de mettre des rideaux devant vos fenêtres. Savoir que la température de confort, ce qu'on appelle de confort, c'est-à-dire celle que vous ressentez, vous, c'est en fait une moyenne entre la température qui est dans votre pièce et la température qui rayonne sur vous. Donc, si vous avez un vitrage qui rayonne à 10 degrés et que votre pièce est chauffée à 20, vous aurez une sensation de 15 degrés. Donc, c'est vraiment une petite astuce pour avoir le confort souhaité sans augmenter la consigne du radiateur et qui donc vous fera faire des économies d'énergie. C'est pas pour rien que dans les châteaux, effectivement, il y avait des tentures sur les murs. C'était bien pour arrêter la rayonnance. On a quelqu'un qui nous demande, Adrien, sur les questions. Où est-ce qu'on peut acheter le type d'appareil que tu viens de présenter? Alors, le type d'appareil que je viens de présenter, dans mon souvenir, je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'était probablement dans un magasin de bricolage. Après, pour moi, il n'est pas essentiel. Je l'ai depuis des années. Je pense que ce n'est pas obligé que chacun ait un appareil électronique. Moi, je l'avais acquis parce qu'il y avait des problèmes d'humidité dans mon immeuble. On avait vraiment besoin de surveiller l'humidité. Maintenant, simplement aérer la pièce, ça suffit. Et en fait, quand il y a une humidité très forte, ça se sent. Et globalement, aérer le plus possible quand il fait sec. Ok, donc, je me retourne pour voir si on a d'autres questions, apparemment, pour l'instant. Oui, et une autre astuce en termes de chauffage, hein, elle est évidente et je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent, c'est simplement de ne pas chauffer toutes les pièces de la même façon. Moi, typiquement, ma chambre, même en hiver, je ne la chauffe pas trop parce que je ne suis pas très frileux et ça ne me dérange pas de dormir avec une chambre à 15-16 degrés. En tout cas, il n'y a pas besoin de la chauffer de la même façon que ça, maintenir les portes fermées et garder des températures différentes d'une pièce à l'autre. Alors, si on n'a pas de questions tout de suite, mais ce n'est pas grave, on pourra y revenir de toute façon ensuite, on va passer à l'astuce suivante, donc qui est quelles astuces vous avez dans la cuisine. Donc là, on vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et puis pour nous faire des propositions sur le chat. De mon côté, je vais passer en mode vidéo cuisine. Alors, j'en profite pour répondre à une petite question qui traînait encore sur l'aération, où on nous demande est-ce qu'on peut boucher les aérations, donc les petites réglettes qu'on a en haut des fenêtres. Non, il ne faut pas les couper, il ne faut pas les boucher parce qu'effectivement, l'aération, comme vous a expliqué Adrien, elle est indispensable. Et effectivement, si vous avez des petites réglettes aux fenêtres, c'est que vous avez une ventilation mécanique et il faut laisser passer l'air par ces aérations. Alors, Adrien, je vais couper l'image de dans ma cuisine qui est figée pour que on puisse profiter de ta vidéo dans la cuisine. Quelles astuces tu nous proposes? De ma cuisine. Donc, vous verrez que je n'ai pas beaucoup rangé pour vous. Hein, j'ai bien sûr. Alors, ça bug un petit peu. On a un petit peu de mal à t'entendre. Un premier point que je voulais vous montrer, c'est mon frigo que vous avez. Est-ce que tu m'entends mieux, Laurence? Écoute, ça va un petit peu mieux. On va y aller doucement. Ok, très bien. Donc, vous avez mon frigo qui est juste devant vous. J'espère que la vidéo. On voit bien la vidéo. On a un peu plus de mal à t'entendre. En tout cas, vous pouvez voir que mon frigo n'est pas en fait. Ouais. Alors, dans ce cas-là, je vais me reculer. Peut-être que tu m'entends mieux, Laurence, comme ça. C'est très bien, vas-y. Ok, très bien. Donc, mon frigo, il n'est pas collé au mur. Il y a à peu près 5 à 10 cm derrière. Pourquoi? Parce qu'un frigo, en fait, ça ne crée pas du froid. Ça prend la chaleur qui est à l'intérieur et ça la rejette à l'extérieur. C'est comme ça que ça fait du froid, entre guillemets. Et donc, pour que ça marche, il faut que le frigo puisse rejeter le plus de chaleur possible à l'extérieur.
Donc, si vous collez votre frigo au mur ou si vous l'enfermez dans un placard, il ne va pas pouvoir évacuer sa chaleur, donc il va avoir plus de mal à fonctionner. Et comme il va avoir plus de mal à fonctionner, il va consommer plus d'électricité. La Ok, deuxième alors je chose fais une petite importante, pause, Adrien. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne voient pas bien ta vidéo, qu'ils ne la voient pas du tout. En gros, on voit le plan du frigo ouais, d'Adrien qui effectivement est décalé de plusieurs centimètres du mur afin de laisser ventiler derrière et de ne pas avoir un effet retour qui serait surconsommateur. Alors, je me demande si on n'a pas perdu Adrien, qui allait nous présenter un autre petit conseil, toujours dans la cuisine. voilà, vous avez à peu près, vous avez 5-6 cm à peu près. Ok, je crois, Adrien, qu'on est un tout petit peu coupé, malheureusement. Alors, donc, le frigo, on a compris. Adrien allait nous parler du congélateur, puisque aussi dans le congélateur, il y a quelques astuces à avoir, surtout quand on a du temps, parce qu'on est confiné chez soi. Effectivement, les congélateurs. Ah, Adrien, tu es revenu. Tu nous montres Oui, ton Laurence, tu congélateur alors? m'entends? Ouais, je pense que c'est la beauté et les dangers du direct. Donc, si tu m'entends, je vais retourner dans ma cuisine. Alors, on est parti pour le congélateur ce coup-ci. On est parti pour le congélateur. Alors, ça, c'était un point important qu'on voulait vous rapporter. Donc, quand vous prenez votre congélateur, vous avez dans le congélateur en général un petit peu de givre. Donc, moi, j'en ai laissé exprès pour vous. Le givre, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? C'est parce que un tout petit peu de givre, même quelques millimètres de givre, ça peut augmenter jusqu'à 30% la consommation de votre congélateur. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de débrancher votre frigo. Une fois que vous avez débranché votre frigo, vous allez passer au nettoyage, donc qui peut se faire si le givre est peu épais avec une éponge chaude. Et puis si la couche est épaisse, on peut le gratter avec une spatule en bois, mais pas en métal pour pas abîmer le revêtement du frigo. Et on conseille, nous, en général, de le faire tous les 3-4 mois. En tout cas, la période est une bonne période, puisqu'en général, je pense que la plupart d'entre nous avons du temps à la maison. Disons qu'on ne peut pas dire qu'on a piscine. On a quelques participants qui nous donnent des astuces à eux également, Adrien. On a quelqu'un qui nous dit ça serait bien de régler la température du frigo parce que ça ne sert à rien qu'il soit trop froid. Et effectivement, ça crée des consommations. On nous parle également d'enlever l'emballage et les emballages des aliments dans le frigo. Et puis, toujours dans la cuisine, mais en quittant un petit peu le froid, on nous parle pour la cuisson, bien évidemment, du couvercle sur la casserole qui permet effectivement d'avoir un meilleur rendement et donc de pouvoir faire chauffer ou par exemple bouillir votre eau plus rapidement en consommant moins d'énergie. Et puis, la grande question qu'on voit souvent revenir, alors chauffer l'eau au bouilloire ou casserole? Très bien. Alors, bon, beaucoup d'informations pour la température du frigo, pour ne pas oublier. Donc, c'est à peu près, on vise 4 degrés dans le frigo et moins 18 dans le congélateur. C'est pas la peine d'avoir un frigo qui est à 1 degré et un congélateur qui est à moins 22. C'est de la perte d'énergie. Et puis, pour la cuisson, pour faire bouillir de l'eau, nous, ce qu'on vous recommande, c'est la bouilloire électrique. Donc, avec les tests qu'on a pu mener, c'est les bouilloires électriques qui sont les moins consommatrices. Et souvent, ce que je fais moi à la maison, par exemple, si je veux faire cuire des pâtes, c'est que je mets un petit peu d'eau dans le fond d'une casserole que je fais bouillir rapidement. Le reste, je le fais bouillir avec la bouilloire. Et comme ça, dès que c'est prêt dans la bouilloire, je transvase dans la casserole qui est déjà chaude. C'est ce qui permet Effectivement, d'avoir, en sur, tout cas, sur le cette, sur cette question, meilleur ratio. effectivement, on est d'accord que pour monter 1 litre d'eau à température, il faut la même quantité d'énergie et peu importe l'énergie qu'on utilise, ça va être en fait le rendement de votre bouilloire qui va être un peu meilleur que effectivement le rendement de votre casserole sur la plaque, etc. Merci pour les astuces que vous nous partagez. N'hésitez pas à continuer, puis n'hésitez pas à taguer si vous en avez donc sur nos réseaux sociaux et de nous partager toutes vos astuces en taguant au passage.
Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à les partager là sur le canal Zoom et Facebook, mais partagez-les aussi autour de vous. Et si vous voulez qu'Enercop soutienne vos publications et vous rediffuse, mettez le @Enercop ou @Enercopsic pour qu'on vous retrouve et qu'on diffuse vos conseils. Alors, une autre grande question, c'est l'eau chaude. Donc, quelles sont vos astuces à vous pour faire des économies d'eau chaude? On vous laisse à nouveau quelques secondes pour faire des propositions. Partagez-nous des choses. Hein. Alors, moi, je vais en donner une première que j'aime beaucoup. C'est pour la douche. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester éternellement sous la douche. Et une façon que je trouve assez joyeuse de faire ça, c'est de mettre une musique dont on connaît la durée, mettons 4 minutes, 5 minutes, un truc un peu entraînant pour le matin. Et on sait que quand la musique se termine, c'est que la douche se termine aussi. Donc ça permet de se fixer un peu des durées tout en gardant un côté festif. De la même manière, moi j'ai envie de dire dans les autres astuces, puisqu'on est tous confinés et qu'on a le temps, on déclenche le chrono avant de prendre sa douche. Et puis en sortant, comme ça, déjà on a une petite idée de combien de temps on reste. Et puis on peut faire jouer toute la famille comme ça pour pouvoir comparer. Alors on a d'autres astuces qui tombent des participants. Faire la vaisselle à l'eau froide, on en avait parlé un petit peu précédemment. Régler son ballon, utiliser des mitigeurs, programmer le cumulus en heure creuse. Alors là, on va faire plus des économies financières que d'énergie. Isoler son cumulus, ça aussi, c'est une très bonne idée, quoi. Absolument. Sur le cumulus ballon d'eau chaude, donc c'est vrai que souvent il est dans un placard. Donc lui, contrairement au frigo, c'est très bien de le garder dans un placard puisque ça permet de garder dans un endroit chaud et donc il aura moins d'efforts à faire pour garder sa chaleur. Et puis la température de l'eau, ça on peut la régler. En général, sur les ballons d'eau chaude, il y a une petite vis à défaire, on retire un capot et à l'intérieur, il y a moyen de changer la température. Donc ça, ne le faites pas sans regarder des tutoriels d'abord sur Internet. Surtout en ce moment, ce n'est pas le moment de se mettre dans la galère ou de faire d'avoir un problème de ballon d'eau chaude. Si jamais vous voulez toucher avec votre ballon d'eau chaude, vous regardez un tutoriel d'abord, vous coupez le courant, ou en tout cas vous coupez le disjoncteur du ballon d'eau chaude avant d'y toucher. Et puis ensuite, vous pouvez régler la température avec un objectif qui est d'être un petit peu au-dessus de 55 degrés. Nous, on recommande surtout de ne pas trop baisser la température d'un ballon d'eau chaude, donc pas en dessous de 55 degrés. Pourquoi? Parce que c'est en dessous de cette température-là que certaines bactéries peuvent se développer dans l'eau chaude. Et donc, vous n'avez évidemment pas envie d'avoir un développement de bactéries chez vous. Effectivement, attention à la légionellose. On a quoi comme autre idée? Oui, on nous dit en période de confinement, on n'est peut-être pas obligé de prendre une douche tous les jours non plus, quoi. Une nouvelle question, ce qui rejoint un petit peu, j'ai envie de dire, celle de la bouilloire. Alors, eau chaude, au gaz ou électrique? Écoute, Laurence, je vais te laisser répondre parce que moi, j'ai toujours été dans des appartements. Alors, c'est toujours un peu pareil. Hein. On parle des rendements des installations au niveau de l'eau chaude. Alors, effectivement, l'eau chaude électrique a un bon rendement. Votre cumulus, il a un bon rendement. Donc, effectivement, entre l'énergie qu'on consomme pour la récupérer, une quantité d'énergie en eau chaude, on est sur quelque chose de correct. Après, des installations gaz, il y en a plein, avec des rendements différents. Donc, tout dépend de votre installation. Encore une petite astuce des participants. Utilisez le début de douche qui est à l'eau froide pour arroser ses plantes. Et puis, on nous dit, sinon, pour mettre moins d'eau chaude, on peut faire pipi sous la douche. C'est une autre option. C'est une autre option. Alors après, on est d'accord, hein, quand on parle économie d'énergie, on parle confort. Donc, nous, on vous donne des conseils. Donc, chacun doit trouver son confort au milieu de tous ces conseils. Si pour certains, c'est d'aller faire pipi sous la douche, il faut ce qu'ils veulent. Pour d'autres, ça va être de piocher au milieu de ce qu'on vous dit pour que vous puissiez vous adapter
finalement à vous-même, à votre foyer, avec des choses qui puissent être pérennes et que vous puissiez finalement appliquer dans la durée. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le topo sur l'eau chaude. On Très avance bien, alors. c'est parti. Alors, c'est pas Versailles ici, et c'est fort dommage parce qu'en temps de confinement, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des galeries entières pour moi. Mais plus sérieusement, on se pose la question des éclairages. Je sais que c'est un domaine en général sur lequel notre communauté Enercop a beaucoup de connaissances. N'hésitez pas à proposer vos solutions tout de suite dans les commentaires. Et puis, on va vous donner des petites astuces. Et je commence par une astuce qui m'a été soufflée par Laurence, mais que j'aime bien parce que moi, j'y avais pas pensé. Je pense pas que je suis pas sûr que la qualité de la vidéo soit suffisamment bonne pour que vous le voyez, mais là, j'ai une ampoule qui est plus compacte, sur laquelle il y a de la poussière et des traces de petits insectes qui sont malheureusement morts en se posant dessus. Donc, une ampoule, au bout de quelques mois ou quelques années d'utilisation, elle peut être recouverte d'une couche de poussière. Et quand elle est recouverte d'une couche de poussière, elle éclaire un petit peu moins bien. Donc, un truc simple à faire, c'est d'épousseter avec un chiffon son ampoule. Surtout, on ne touche pas l'ampoule avec les doigts, on tient le culot avec les doigts et on passe un petit coup dessus pour améliorer sa qualité d'éclairage. Alors, il y avait une petite question sur qu'est-ce que ça représente l'éclairage dans nos consommations. Ça dépend d'un foyer à l'autre, hein, parce qu'un foyer qui va être énormément équipé en hi-fi vidéo, peut-être que ça sera un peu moindre. Ça peut être très important dans les foyers. Ça l'était particulièrement à l'époque où les technologies LED n'étaient pas accessibles à tous. Moi, mon petit conseil, c'est vous avez un peu le temps ces temps-ci, donc allez regarder les 5 points d'éclairage que vous utilisez le plus. Il faut absolument que ces points d'éclairage soient équipés avec des éclairages performants, c'est-à-dire LED ou fluo compact. Et du coup, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire le tour de vos autres points parce que ça ne sert à rien d'avoir une LED à la cave. Il vaut mieux la mettre dans une chambre ou dans le salon et mettre une ampoule moins performante à la cave qu'on allume très peu souvent. C'est un peu le même concept que nous expliquait Adrien tout à l'heure au niveau de l'aspirateur. Oui, et puis je rajoute une petite astuce. Vous pouvez voir au-dessus de ma tête, normalement chez moi, voilà, c'est dur de le cadrer. Vous avez un lustre avec 6 ampoules. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais il se trouve qu'il y a un lustre avec 6 ampoules. Ça peut être joli esthétiquement, mais en fait, je me suis aperçu avec le temps que je n'avais pas besoin de l'éclairage qu'offraient ces 6 ampoules. Et que pour moi, 2 ou 3 suffisaient par rapport à mon usage et à la taille de la pièce. Donc, ça aussi, vous pouvez réfléchir quand vous avez plusieurs ampoules à un endroit. Est-ce qu'on ne peut pas réduire d'une ou 2 ampoules tout en gardant en fait le confort et la qualité de vie qui est la même? Alors, tu nous dis que ce n'est pas Versailles chez toi, mais tu as quand même des lustres multi-ampoules, hein, finalement. Ouais, on va peut-être plutôt parler de plafonnier que de lustre. D'accord, un plafonnier. Peut-être c'est bientôt Versailles. C'est bon, je le prends. On a quelques petites astuces des participants qui nous disent tout simplement s'adapter et vivre un petit peu avec le soleil et que peut-être placer son fauteuil devant la fenêtre pour lire, c'est mieux que de le placer au fond, et bien évidemment. On nous dit que d'avoir des murs clairs, forcément, on a plus de lumière et moins besoin de lumière artificielle. Qu'il y a la possibilité d'installer des minuteurs, des capteurs. Donc là, pareil, c'est des solutions, hein, à vous de les adapter en fonction des foyers. Et puis, on nous fait remarquer que des fois, c'est compliqué de savoir si on est sur une ampoule classique ou si on est sur une ampoule LED. Alors, classique, non, erreur de langage, hein, il faudrait que ce soit les LED, les classiques. Mais les ampoules incandescentes ou les halogènes, en fait, sont des ampoules à filaments. Donc, c'est une manière de les repérer. Et puis, pour tout ce qui est LED ou fluo compact, hein, qui reste une technologie très, très acceptable, et quand vous les achetez, vous le voyez directement, finalement, à la puissance appelée. On vous a parlé de puissance tout à l'heure, et à la puissance appelée en fonctionnement. Voilà, à peu près pour cette différenciation. J'allais dire les ampoules d'autrefois, hein, quand on avait 60, 70, 100 watts,
Donc ça, c'était ces ampoules à filament. Aujourd'hui, on est souvent sur des ampoules de 10 à 20 watts, voire moins que ça. Donc on est vraiment sur une puissance appelée qui est beaucoup plus faible et donc une consommation à la fin qui est plus faible. Eh bien, super pour l'éclairage. Alors, n'hésitez pas, faites le tour, là, puisque vous êtes bloqué chez vous, hein, faites le tour de vos 5 points d'éclairage, nettoyez un petit peu, et puis éventuellement, allez déplacer les fauteuils devant les fenêtres. Ok, donc on passe ensuite à une autre grande question qui sont les consommations d'électricité cachées. Donc là, c'est pareil, je vais vous emmener faire un tout petit tour chez moi. J'en profite pour faire une petite pause parce qu'on nous fait remarquer que les fluos compacts, ça a des ondes électromagnétiques. C'est vrai, aujourd'hui, ne pas mettre une ampoule fluo compacte en lampe de chevet, c'est pas une bonne idée au niveau du flux. Maintenant, on a la technologie LED qui est vraiment accessible aux particuliers. Sur vos points d'éclairage principaux, investir sur ces ampoules-là, vous aurez un temps de retour qui sera inférieur à 1 an. Donc, ça règle également ce souci. Alors, Adrien, on est en train de te retrouver et oui, on est au niveau de ta box, c'est ça? Exactement. Donc, moi, j'ai pas de télévision à vous montrer, j'ai pas d'imprimante. Donc, tout ce que j'ai trouvé chez moi, c'est la box Internet. Donc, la box Internet, il faut savoir que moi, il y a encore 2 ans, je la laissais allumer ad vitam aeternam. Si j'ose dire, c'est à peine si je pensais à l'éteindre quand je partais en vacances. Aujourd'hui, je l'ai mise sur une multiprise. Donc, et c'est une multiprise avec un petit bouton d'éclairage. Donc, certains disent parfois, oui, ce petit bouton, il consomme un peu d'électricité. Moi, il me rappelle surtout le soir qu'il y a encore quelque chose d'allumé. Et donc, j'éteins ma box quand je pars de chez moi pour aller travailler. C'est pas le cas en ce moment, mais j'éteins ma box en fait dès que je ne l'utilise pas. C'est voilà, ça fait partie maintenant de mon mode de fonctionnement. C'est très simple et ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Donc la box, elle tient très bien, s'éteindre et s'allumer plusieurs fois par jour, tous les jours. C'est fait pour. Deuxième chose, vous voyez ici que j'ai laissé un chargeur de téléphone débranché. Bon, le chargeur de téléphone, il consomme quasiment rien. Mais par contre, tout ce qui va être des chargeurs d'ordi, des chargeurs d'imprimante, des télévisions, etc., tout ça, quand on ne l'utilise pas, ça va continuer à consommer. Nous, on a fait des calculs, hein, toujours dans nos formations de Dr Watt, les imprimantes, plus de 90% de l'énergie consommée par les imprimantes, c'est quand elles ne sont pas utilisées, tout simplement parce qu'elles restent en veille tout le temps. Et il faut savoir qu'à l'échelle de la France, les appareils en veille, c'est quasiment 2 réacteurs nucléaires. Ce n'est pas du tout négligeable quand on cumule tout. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre le plus de choses possible sur des multiprises de façon à pouvoir les éteindre, notamment tout ce qui est télévision. Alors effectivement, hein, quand Adrien parle d'appareils qui consomment sans qu'on en ait besoin, c'est pas uniquement parce que l'appareil est en veille, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des appareils qui, effectivement, même étant, continuent de consommer et d'appeler des puissances. Donc, ça consomme vraiment dans votre dos. Donc, méfiez-vous et débranchez les appareils dont vous n'avez pas l'utilité. Alors, je regarde, on a des astuces, dis donc, des participants. Oui, Où justement, on nous dit attention rebondir. au chargeur. Et voilà, puis, exactement. Et ça, c'est important. Je rebondis sur ce que tu as dit. Typiquement, une imprimante, même quand elle est éteinte, dans l'imprimante, parfois c'est directement à l'intérieur de l'imprimante, vous ne le voyez pas, ou parfois c'est un boîtier comme ceci qui est à l'extérieur de l'imprimante. Tant que ça, c'est branché, même si l'appareil derrière est éteint, ça s'appelle un transformateur et ça consomme tout le temps. Voilà, donc faire attention. Alors, typiquement, faites le tour. Une imprimante éteinte peut consommer comme une box Internet allumée. Typiquement, faites le tour de vos radios de cuisine, faites le tour de vos enceintes. On est sûr que ça consomme dans votre dos, ça. Donc, allez faire le tour un petit peu de vos appareils électriques. Vous avez le temps, profitez-en. Et puis, vous arriverez à moins consommer directement sans avoir quitté chez vous. Hein. Alors, on a des petites questions. Alors, on avait des astuces où on nous dit, bah oui, éteindre les multiprises, c'est un peu ce qu'on disait, débrancher les chargeurs. Et puis, on a une question qui concerne le mode veille des ordinateurs.
Ok, alors là, ça va énormément dépendre déjà si vous avez un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Globalement, les ordinateurs portables, depuis des années, ils ont été optimisés pour avoir une consommation d'électricité très très faible. C'est ce qui leur permet de tenir sur batterie pendant longtemps. Donc, pour beaucoup d'ordinateurs portables, si on l'utilise plusieurs fois dans la journée, la veille est Alors, Adrien, je crois qu'on est un petit peu en train de te perdre au niveau se met des… dans un mode. Alors, tu m'entends, Laurence? Oui, on t'entend. C'est bon là. D'accord. Donc, je disais, les ordinateurs portables, ils sont vraiment optimisés pour consommer le moins d'électricité possible. Par contre, l'ordinateur de bureau, lui, à nouveau, il va être branché à un transformateur. Donc, idéalement, l'ordinateur de bureau, il faut l'éteindre et le débrancher. Et puis, je vais revenir sur une petite question qui a été posée, puisqu'on nous dit, c'est bien beau d'éteindre sa box, mais si on a besoin du téléphone, eh ben, on n'a plus de téléphone. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces petits conseils qu'on vous donne, ils sont à adapter dans votre foyer. Donc, si vous utilisez le téléphone, effectivement, n'éteignez pas votre box quand vous êtes là. Néanmoins, quand vous sortez de chez vous, qu'il n'y a plus personne chez vous, la box, vous n'en avez pas besoin, puisque vos box sont équipés de répondeurs téléphoniques et il vous suffit de paramétrer votre répondeur. Quand vous revenez, vous pouvez rallumer la box et écouter vos messages. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'heures où vous pouvez éteindre votre box. À vous de vous adapter chacun en fonction de quels sont vos foyers, comment ils sont composés et comment vous utilisez vos appareils. Je regarde si on a d'autres petites questions. Rien pour l'instant. Alors, dans ce cas-là, nous, on avait un certain nombre d'informations complémentaires à vous apporter, en tout cas pour aller plus loin. Donc, on voulait vous référencer 3 sites Internet. Le site Internet d'Enercop, que vous connaissez probablement déjà, mais aussi le site transition.enercop.org. Donc là, sur ce site-là, il y a beaucoup plus de conseils, beaucoup plus d'informations. C'est un site qui a été fait notamment par Mohamed qui discute avec vous là en ce moment sur Facebook, Maxime qui discute avec vous sur Zoom et Laurence, où il y a énormément de conseils d'économie d'énergie. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, Laurence, tu veux peut-être dire quelques mots sur les formations Dr Watt? Oui, alors pour continuer sur la partie effectivement transition Enercop, vous allez avoir des fiches sur tout un ensemble d'appareils. Donc, c'est détaillé appareil par appareil. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller. Et puis, vous avez aussi accès à un forum où il y a déjà plein de questions qui sont posées et où vous pouvez en profiter pour poser aussi des questions à cet endroit-là. Quant aux formations Dr Watt, nous, comme on vous dit, là, on vous donne des conseils qui sont très généraux. Les formations Dr Watt, Adrien vous montrait un petit peu des résultats tout à l'heure. Ça va vous permettre en fait de faire votre propre autodiagnostic et de repérer chez vous quels sont les appareils où il faut aller directement faire quelque chose pour pouvoir faire des économies d'énergie. Ça dure sur quelques semaines grâce à un site internet, donc docteur-watt.fr. Et puis, à côté, un petit appareil qui s'appelle un wattmètre qui va vous permettre de regarder vos consommations. Et pour info, la prochaine formation, donc ce sont des formations en webinaire, est le 12 mai. Adrien, tu es avec nous? Alors, on a perdu Adrien de nouveau. Je pense que ça va revenir. On vous met donc également le partenaire rénovation Pass Rénov. N'hésitez pas à aller voir. De toute manière, on va continuer à vous envoyer des infos régulièrement. Vous n'hésitez pas, hein, comme on vous disait, à nous faire remonter des infos de votre côté ou des astuces, toujours en taguant Enercop pour qu'on puisse échanger avec vous. Et j'en profite en attendant pour prendre une autre question, puisqu'on me demande quelle est la consommation moyenne par habitant ou par foyer. Alors, c'est variable. On a vu que les consommations d'électricité avaient tendance à monter. Ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde uniquement l'électricité spécifique, c'est-à-dire sans prendre en compte tout ce qui va être chauffage, eau chaude sanitaire,
Et cuisson, on est dans l'ordre de 2600 kWh par an pour un foyer de 4 personnes. On est toujours sur des ratios un peu standards au niveau de ces consommations. Tu es revenu avec nous, Adrien? Et oui, tout à fait. J'ai une petite Super. coupure. Peut-être qu'on vous dit deux mots sur les nouvelles informations qu'on a mis dans l'espace client Enercop. Allez, eh ben, écoute, je vérifie qu'on n'a pas d'autres questions. C'est le moment, hein, si Mhm. vous avez quelques petites questions, c'est maintenant qu'il faut y aller. Bah alors, pendant que tu lis, je vous donne, quand on a fait la préparation, il y a plusieurs sociétaires qui nous ont envoyé des mails en parlant d'une technique qui s'appelle la marmite norvégienne. Donc ça, c'est en termes de cuisson. En gros, vous faites une cuisson, par exemple, dans une grosse cocotte, et au lieu d'aller jusqu'au bout de la cuisson en chauffant avec votre plaque, à un moment, vous arrêtez, par exemple, aux trois quarts ou à 80% de la cuisson, puis vous mettez votre grosse cocotte dans le four, comme ça, dans le four éteint. Comme ça, elle reste bien au chaud, elle garde sa chaleur et en fait, la cuisson se termine à la chaleur enveloppée qui reste à l'intérieur de la marmite et donc on économise 20% ou 25% de l'énergie qu'on aurait utilisée pour terminer la cuisson. Ok, merci Adrien. On a des petites questions sur est-ce qu'il faut éteindre le chauffage lorsqu'on est absent la nuit? Alors, moi, je veux bien répondre. Couper le chauffage, vous n'êtes pas obligé de le couper complètement. Mettez-vous en mode mini. Non, la relance ne va pas, le matin, quand vous allez le relancer, ne va pas être énorme par rapport au gain que vous allez faire en baissant largement vos radiateurs. N'hésitez pas à vous mettre sur 16 degrés, 15 degrés si vous n'êtes pas là la nuit. Alors, à voir sur vos thermostats à quoi ça correspond. Et puis, on a une autre petite question, Adrien, je te la lis, où on nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours et votre expertise? Wow. Moi, à la base, j'ai fait j'ai fait une thèse de physique quantique sur la lumière et les nanomatériaux. Donc, vous pouvez rechercher Adrien Jantès sur YouTube. J'avais fait une vidéo à l'époque. Et puis, à un moment, j'ai voulu faire un métier qui était plus impliqué dans la société et puis dans les enjeux que je voyais pour le 21e siècle. Je me suis rapproché de l'énergie et en cherchant des partenariats pour un projet, je suis tombé sur Enercop que j'ai fini par rejoindre. Donc voilà, c'est une transition qui s'est faite de manière progressive d'un parcours de physique fondamentale vers l'énergie et quelque chose de plus engagé pour l'environnement. Et donc moi, je suis à Enercop responsable de l'innovation. Donc je mène plusieurs projets sur la traçabilité de l'énergie, un tout petit peu les économies d'énergie comme aujourd'hui, ou l'énergie verte en temps réel. Voilà, et moi de mon côté, donc je suis responsable maîtrise de l'énergie sur Enercop Rhône-Alpes et j'ai fait une maîtrise énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie à Chambéry, à l'ASDR. Et puis Enercopine, parce que c'est quand même une grande famille où on apprend quand même vachement de choses tous ensemble. Et derrière nous, il y a aussi d'autres personnes, on vous les a citées tout à l'heure. Il y a Mohamed et Maxime également qui sont dans les équipes et qui, bien évidemment, nous ont aidés à monter ce webinaire. On a pas mal d'experts dans le réseau. Allez voir le wiki et puis comme ça, vous compléterez hein, parce qu'on compte sur vous aussi hein, si vous avez des choses. Pour finir, puisqu'on a fait un peu le tour des clients, je propose qu'on revienne sur l'espace client qui est en train d'évoluer. Adrien, est-ce que ça te Donc l'espace va? client, voilà, absolument. Donc sur votre espace client, donc là, c'est une information qui est nouvelle et qui concerne uniquement les personnes qui ont chez eux un compteur Linky qui a été déployé par Enedis et qui a été activé. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur votre espace client Enercop. Dans la partie consommation, vous avez un petit bandeau bleu qui vous invite à aller voir vos consommations détaillées. Vous pourrez aller voir votre consommation d'énergie journalière, quotidienne. Et puis, si vous voulez en savoir plus et avoir votre consommation d'énergie heure par heure, vous pouvez le faire, vous pouvez activer cette possibilité-là. Ça va vous permettre de repérer quand est-ce que vous consommez le plus d'électricité à la maison. Et puis un point qui est important pour nous et que je dis tout de suite, c'est que nous, on a fait le choix de ne pas du tout garder vos données. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous connectez à cette partie-là du site web d'Enercop, on va chercher les données chez Enedis pour vous et pour vous les afficher. Et au moment où vous fermez l'onglet, voilà, les données, elles sont chez Enedis. À Enercop, on ne les garde pas du tout.
Donc, voilà notre mode de fonctionnement là-dessus. Ça vous permet d'en savoir plus sur votre consommation. Et nous, on n'est pas là pour revendre ou manipuler ou quoi que ce soit vos données. Alors, je rajoute un petit point sur ça parce qu'effectivement, c'est l'histoire de l'Indien averti qui en vaut deux, hein. Si ça vous intéresse, allez vraiment voir cette partie-là sur les consommations, parce que c'est en observant vos consommations que vous allez pouvoir agir dessus et repérer d'éventuels dysfonctionnements ou voir le fruit de vos efforts pour faire baisser ces consos. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur votre espace client en ligne. Il est 14 heures, Adrien. Absolument. Ben, on va remercier Mohamed, Maxime, Lucie et Margot qui nous ont préparé, qui nous ont aidés pendant la préparation du séminaire et puis pour répondre aux commentaires. Et puis surtout un grand merci à vous toutes et tous qui avez partagé vos informations et vos idées d'économie d'énergie. Nous, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller en parler autour de vous. Plus on fera d'économie, plus on fera avancer la transition énergétique. On était très contents de vous recevoir chez nous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu du monde à la maison. Merci, Adrien. À très vite. Il y en aura peut-être d'autres. Et puis, il y a des programmes de webinaires. Donc, restez en ligne, restez auprès de nous. On a envie d'être confinés, éclairés avec vous. Hashtag confinés, éclairés. Merci, Laurence. Salut, bonne journée Adrien. à tous et à tous. À bientôt. Au revoir tout le monde.